Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des mots de passe d'authentification. Donc je suis avec Théo. Bonjour. Donc on va introduire le sujet en faisant une rétrospective de l'histoire des mots de passe, définir le principe et leurs limites, et enfin comment choisir un bon mot de passe. Et Théo vous parlera de différents algorithmes et fonctions de hachage. Puis enfin, nous conclurons sur le sujet. Euh, les mots de passe, aujourd'hui, tout le monde en utilise. Euh, Ils servent de moyen d'authentification pour prouver notre identité, que ce soit à une personne ou à un serveur ou à un site, pour avoir accès à certains lieux, ressources et services protégés. Donc l'origine de mots de passe est militaire. C'est-à-dire que c'était des mots d'ordre qui servaient de reconnaissance verbale entre différents militaires, comme par exemple lors des cas des tours de garde, où les militaires s'échangeaient un certain mot de passe pour être sûr d'avoir la bonne personne en face d'eux et de ne pas se faire tromper. Et sur Internet, auparavant, les protocoles comme HTTP, FTP n'étaient pas très sécurisés et on pouvait retrouver certaines informations en clair sur les serveurs. Mais aujourd'hui, grâce au protocole SSL, euh, ils permettent de chiffrer les communications depuis déjà une dizaine d'années à l'aide d'une clé privée sur un serveur, une clé publique sur un site internet par exemple, et ça permet aux utilisateurs de chiffrer leurs informations, donc comme leur mot de passe, et seule la clé privée pourra les déchiffrer ces informations. Malgré cela, on n'est jamais à l'abri d'une attaque, donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des mots de passe complexes. Il y a deux types de capture de mots de passe possibles. Donc soit une capture de mot de passe en clair, comme par exemple un espionnage direct d'une personne qui est en train de saisir son mot de passe sur un clavier, ou bien à l'aide de l'utilisation de logiciels comme des keyloggers qui permettent d'enregistrer tout ce qui est écrit par une personne sur un clavier directement sur son PC, et l'attaquant reçoit toutes ces informations dans un fichier, et il doit après dénicher le mot de passe, ou bien écouter une communication entre différentes personnes, ou encore si on écrit nos mots de passe sur papier, et bien tout simplement trouver ce papier et dénicher le mot de passe. Ensuite, on peut parler de capture d'un mot de passe chiffré. Donc il y a deux cas, soit toute la communication est chiffrée, et là il faut donc déchiffrer la communication entière, donc en trouvant une faille dans l'algorithme, et, une fois la communication déchiffrée, pardon, trouver le mot de passe qui se cachait à l'intérieur. Ou bien alors, lorsque le mot de passe seul est chiffré, on parle d'un condensat, donc C ou d'un H. Euh, donc c'est le résultat d'un algorithme non réversible. Et pour trouver donc ces mots de passe chiffrés, on peut utiliser une attaque par force brute. Donc se donner un espace de mots de passe à explorer en se fixant une longueur et un ensemble de caractères. Et ensuite tester tous ces mots de passe un par un pour, euh, pour espérer tomber sur le bon mot de passe dans une période plus ou moins indéterminée. Ou bien on peut utiliser une attaque par dictionnaire, donc c'est à peu près le même principe que l'attaque par force brute, mais là les mots de passe sont choisis dans un dictionnaire. Euh, Enfin, il y a d'autres attaques utilisées dans la cryptanalyse, comme l'utilisation des tables arc-en-ciel qui utilisent l'empreinte numérique des mots de passe pour les déchiffrer. On peut voir que plus l'utilisation d'un mot de passe complexe rend le déchiffrement long et difficile. Donc on peut voir que si on utilise un plus grand nombre de caractères, des chiffres et des minuscules et des majuscules, ça devient plus compliqué de déchiffrer un mot de passe. Enfin, de nos jours, il faut utiliser des mots de passe complexes car on n'est jamais à l'abri d'une attaque. On peut voir que si on utilise un mot de passe qui comporte que 4 caractères, donc 4 chiffres ou 4 lettres, il peut être retrouvé en une fraction de seconde. Si on multiplie ce nombre par 2 et qu'on y ajoute une majuscule, on passe à quelques minutes voire heures. Mais enfin, si on double encore ce nombre de caractères et on y ajoute des majuscules et des chiffres et des caractères spéciaux, là on peut passer à des milliers d'années pour un algorithme à déchiffrer un mot de passe. La CNIL a sorti
un tableau pour la recommandation d'utilisation de mot de passe sur les différents sites. Donc, par exemple, sur une banque en ligne ou un site d'achat-revente. Vous pouvez le consulter et il est en ligne sur Internet. Donc maintenant, nous allons voir les différents algorithmes qui permettent de sécuriser un mot de passe. Donc le premier type d'algorithme, donc c'est les fonctions de hachage dites faibles. Donc pourquoi elles sont dites faibles? Donc parce qu'elles répondent pas aux critères d'une fonction de hachage dite sécurisée. Donc nous allons voir dans un second temps ce que c'est une fonction de hachage sécurisée. Donc pour présenter une fonction de hachage faible, on va vous présenter la fonction MD5. Donc celle-ci est découpée en 5 étapes. Donc la première est appelée complétion. Donc on complète le message initial par un bit, puis autant de 0 pour que le message ait une longueur congruente à 448 modulo 72. Ensuite, une deuxième étape nommée ajout de la longueur. Donc on ajoute la valeur du message initial codé en binaire 60 sur 64 bits. Et donc on a alors un message dont la longueur totale est un multiple de 72, ce qui est important pour la suite. Donc la troisième étape c'est initialisation, pardon. Donc on initialise 4 buffers de 32 bits, qu'on va nommer A, B, C et D comme sur le schéma. Et aussi on va initialiser 4 fonctions qu'on va nommer F, G, H et I qu'on va retrouver donc sur le diapo prochain. Donc la quatrième étape c'est le calcul itératif. Donc le message est traité donc par bloc de 512, d'où ce qui était important d'avoir une entrée qui soit multiple de 512 bits. Donc on va effectuer donc 4 rondes de 16 opérations. Donc pendant ces 4 rondes, on sauvegarde les valeurs des registres. On calcule les nouvelles valeurs de A, B, C et D à partir de leurs valeurs précédentes, des bits du bloc qu'on étudie actuellement et des fonctions F, G, H, I que vous pouvez voir. Et donc on effectue cela donc 4 fois. Donc on peut voir aussi la suite des opérations, comment elles sont effectuées, et donc le résultat final, qui est la dernière étape, et donc la concaténation des 4 buffers A, B, C et D. Donc maintenant on va parler des fonctions de hachage sécurisées. Donc celles-ci elles sont dites sécurité car elles répondent à 3 critères. Le premier c'est qu'il est impossible qu'à partir de la sortie on puisse retrouver l'entrée. Le deuxième est qu'il est impossible que pour deux entrées différentes la sortie soit identique. Et qu'enfin il faut un temps de calcul qui soit relativement assez long. Donc là on va vous présenter la fonction char256. Donc elle est basée aussi sur le même schéma d'étape qu'on a vu précédemment. Sauf que entre l'étape 1 complétion et l'étape d'initialisation, on va faire une étape bourrage. Donc celle-ci, elle consiste à compléter le message une deuxième fois en utilisant la représentation binaire de l'entier L, qui est la longueur en bits du message. Donc on va ajouter dans un premier temps un bit à 1 à la fin du message. Ensuite on va ajouter n bits à 0 de bourrage, où n est le plus petit entier naturel qui vérifie la longueur plus 1 plus n qui est équivalent à 448 modulo 72. Et ensuite on va rajouter un autre bloc de 64 bits qui redonne la représentation binaire de la longueur L. Donc ensuite on va encore faire un calcul itératif. Donc toujours traité sur des blocs de 512 bits, sauf que la différence ici c'est que nous n'avons pas 4 buffers mais 8. Donc on peut voir aussi donc, sur le schéma de droite la succession des opérations. Donc là il s'agit d'une rotation vers la droite. Et donc le résultat final est la continuation donc, des 8 buffers ABCD, EFG et H. Cependant ceci ne suffit pas à protéger correctement encore un mot de passe. On va parler ici de clé de dérivation. Donc déjà qu'est-ce qu'une clé de dérivation? Donc c'est une fonction qui dérive une clé secrète. Donc son résultat est obtenu grâce à la combinaison d'un mot de passe et d'une valeur pseudo-aléatoire qu'on va appeler cell. Donc juste à en prendre un exemple, si souhaite hacher le mot de passe bonjour, eh bien on va pas juste hacher bonjour, on va hacher la chaîne de caractères bonjour concaténé à un mot aléatoire qu'on va par exemple prendre cell. Donc le mot entier qui sera haché ça sera bonjour cell. Donc là on va vous présenter la clé de dérivation PBK df2.
Donc comme on peut voir, elle prend 5 paramètres. Donc le premier, donc c'était la fonction pseudo-aléatoire, donc soit une fonction de hachage, donc on peut très bien utiliser la fonction précédente, SHA-256. Le deuxième, c'est le mot de passe qu'on veut transformer, qu'on veut hacher. Le troisième paramètre, donc c'est le cell, c'est le mot aléatoire qu'on va ajouter au mot de passe. Et donc les deux derniers, c'est le nombre d'itérations qu'on va effectuer pour hacher le mot de passe, et donc après la longueur de la taille en sortie qui est hachée. Donc là, on va vous présenter, donc on a fait une sorte de listing, un petit listing des fonctions qu'on peut utiliser pour protéger un mot de passe. Donc les deux premières sont des fonctions de hachage faible. La suivante, c'est donc la fonction SHA-256, qui est une fonction de hachage sécurisée. Et les quatre suivantes sont des clés de dérivation. Donc là, on souhaite hacher le mot de passe bonjour. Donc pour les fonctions de hachage faible, on peut voir que l'algorithme SHA-1 est beaucoup plus optimal en termes de temps. Et c'est aussi efficace avec la fonction de hachage sécurisé SHA-256, car c'est une évolution de l'algorithme SHA-1. Et enfin, donc sur les clés de dérivation, excusez-moi, on voit que la plus efficace c'est l'algorithme S-Script, mais la moins efficace c'est l'algorithme Argon 2. Donc c'est toutes les mêmes, à peu près les mêmes méthodes. Ils utilisent une fois donc un cell concaténé donc au mot bonjour. Donc on peut voir par exemple un exemple pour PBK-DF2. Donc le cell qui est retranscrit en code hexadécimal qu'on a converti en code ASCII. Comme ça on voit à quoi il ressemble. Et donc après on peut afficher le résultat du code haché qui est concaténé donc au cell. Donc maintenant on peut conclure. Donc on a vu que aujourd'hui pour protéger nos mots de passe, il y a différents certificats qui permettent de chiffrer les communications. Aussi à l'aide de fonctions de hachage, cela permet de justement protéger nos données, mais on reste jamais à l'abri d'attaquants qui veulent justement se procurer nos données personnelles et nos mots de passe, et c'est pourquoi il est conseillé donc d'utiliser des mots de passe complexes à l'aide de lettres majuscules, minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, avec bien sûr un nombre de caractères assez élevé. Merci. Merci.